Hop là. Allez. Donc, le sujet de ce soir, c'est pas le moindre. C'est le sujet qui concerne la perte du poids. Plus ou moins tout le monde est concerné. On ne sait pas si c'est un phénomène de mode ou c'est vraiment une nécessité de santé. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même une nécessité, mais c'est vrai que ça représente un marché énorme et on en parle régulièrement dans les médias, dans toutes les revues et qui sait qui n'a pas fait de régime un jour ou qui n'a pas fait attention à son poids un jour. Mais ceci dit, la perte du poids, ce n'est pas un synonyme de remise en forme. Pour dire, oui, c'est bon, j'ai pris 2 kilos après les fêtes, donc je veux faire un petit peu attention, je vais le reperdre. Oui, ça fait partie de la remise en forme, mais quand même, j'appuie là-dessus, c'est une nécessité de santé pour garder notre poids de forme, notre poids idéal, ne pas en prendre et garder le poids stable tout au long de notre vie. C'est vraiment une nécessité de santé, donc je voudrais vous aujourd'hui faire partager ces sentiments pour que vous soyez convaincus à la fin que faire attention à son poids, c'est juste nécessité de santé et n'est pas un phénomène de mode. Donc, il faut savoir, donc ce sont les données que je consultais sur le site d'Amélie, qui sont disponibles donc, à tout le monde, à tous les assurés sociaux. Donc, il faut savoir qu'en 2015, en France, il y avait 54% des femmes et 44% des hommes qui sont en surpoids ou obèses. Donc, dans ces pourcentages de personnes en surpoids ou obèses, il y avait déjà 17% qui souffraient de l'obésité, qui concernait quand même 10 millions de personnes. Et 34% de ces personnes étaient en surpoids simplement. Donc là, il y a la part d'hommes est plus importante que de femmes. Donc là, ces données, elles sont basée sur une étude qui s'appelle OBEPI, donc épidémiologie d'obésité, qui a été réalisée entre 1997. Elle a été réalisée en 2005. Il y avait un suivi de patients qui était jusqu'en 2012. C'est pour ça, donc, c'est les données qu'on dispose aujourd'hui pour évaluer donc, les problèmes de poids dans la société française. Donc, sur le graphique à droite, là, vous pouvez remarquer que en 1904, les données de l'INSEE, en 1980, en France, il y avait uniquement 6% de personnes obèses. Donc, en 2012, on est déjà à 15%. Donc, ça a plus que doublé. Donc, il y a eu une grosse 3% en à peu près 10 ans. 3% donc de personnes en surpoids dans la population. Et voilà, selon cette étude qui s'étendait donc sur 15 ans, en moyenne, les Français ont pris 3,6 kg sur la balance et leur tour de taille, par conséquent, a augmenté en moyenne de 5,3 cm. Donc, c'est les personnes qui n'ont pas eu de tour de taille qui a augmenté pendant cette période. Donc, vous pouvez imaginer, comme c'est la moyenne, qu'il y a d'autres personnes qui ont eu une augmentation de tour de taille ou de prise de poids supérieure aux valeurs affichées. Hein. Donc, c'est quand même inquiétant parce que ça devient vraiment presque une épidémie, si vous voulez, de surpoids et obésité. Donc, on observe aussi dans cette étude qu'vers 2005, il y avait une petite amélioration et stagnation et ralentissement de la prise de poids dans la population, sauf une frange de la population, donc ce concernait les jeunes femmes entre 18 et 25 ans. Donc en 2005, les jeunes femmes entre 18 et 25 ans, donc 20 ans, on est ici maintenant, 2015, 2020, 15 ans de plus. Donc ces femmes de 20 ans, elles ont maintenant 35, 40 ans qui arrivent donc à l'âge de procréer. Donc elles-mêmes sont mamans, donc si déjà elles étaient en surpoids. Donc, c'est d'autant plus dangereux pour les enfants qu'elles ont ou qu'elles vont avoir. Ces enfants sont davantage à risque d'avoir les problèmes du poids. Et donc, ce qui a été observé également, que les prises de poids ne sont pas égales donc sur tout le territoire français. Donc, il y a davantage de prises de poids dans les régions du nord par rapport à la région du sud, ce qui correspond donc au niveau de vie et conditions sociales donc des Français. C'est connu que dans le nord, il y a plus de précarité, les conditions de vie sont plus difficiles que plutôt au sud du pays.
Alors, donc, le tour de taille et le poids qui augmentent, ça augmente aussi évidemment donc, les risques de maladie. Donc, si on a le tour de taille pour une femme moins de 70 cm et un homme qui a un tour de taille inférieur à 80 cm, les risques de maladies cardiovasculaires ou diabète, de l'hypertension sont très faibles. Plus le tour de taille augmente, plus donc, les risques de ces maladies qu'on appelle métaboliques, presque les maladies de notre civilisation, augmentent. Donc, quelqu'un qui se trouve dans la catégorie tout en haut de ces escaliers, vous voyez, son risque est très, très élevé, voire il est déjà dans le cas de maladie. Donc, vous pouvez peut-être chacun vous situer à cette échelle et donc vous pouvez voir déjà les risques éventuels. Alors, quand on parle donc du poids, on parle de l'obésité. Qu'est-ce que c'est de l'obésité? Donc, l'obésité, on peut le définir facilement comme un excès de graisse corporelle qui augmente les risques et les problèmes de santé. Elle est causée par consommation plus de calories que le corps ne peut en consommer, ne peut en consumer en fait. Une faute de frappe. Et donc, elle s'est définie comme augmentation de 15 à 20% par rapport au poids corporel idéal. Donc, pour définir l'obésité, on peut la classifier aussi en fonction donc, de rapport de la taille au poids au mètre carré. Donc, ce qui nous donne un indice de masse corporelle qui permet donc chaque personne située à une échelle soit de poids normal, surpoids, obésité ou obésité sévère, ou si c'est supérieur encore à 40, on parle de l'obésité morbide. Si le rapport du poids par rapport à la taille au carré est inférieur donc à 18,5, donc ce sont les personnes extrêmement maigres, on parle de sous-poids et là on peut parler donc de dénutrition. L'obésité ne concerne pas uniquement les personnes âgées, c'est un problème de santé publique aujourd'hui également pour les enfants. Un ado sur 3 en Europe est en surpoids et cette tendance elle évolue à augmentation donc, de prévalence de l'obésité. Elle monte de façon exponentielle. Donc vous pouvez voir sur le graphique, en 1965, seulement 3% des enfants qui étaient surpoids et obèses. Donc actuellement, en 2020, nous nous situons à peu près à 25%. Donc, ça veut dire que c'est un quart de la population qui est en surpoids ou obèse. C'est énorme, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants qui partent dans la vie avec déjà un handicap, donc de surpoids, et donc eux-mêmes, il faudrait qu'ils puissent avoir les enfants qui soient en bonne santé, qui n'aient pas de risque donc du surpoids et donc des complications que cela pourra engendrer. Donc, pour les enfants, pour évaluer comment ils se situent donc, sur la balance, donc, il ne suffit pas de les peser, on évalue aussi leur indice de masse corporelle, donc le poids et par la taille au carré. Et donc, on a une courbe, un graphique qui nous peut permettre de situer les enfants. Et donc, vous pouvez voir que si les enfants normalement, chaque enfant doit suivre son couloir pendant sa croissance tout au long de la vie. En moyenne, c'est par là. Et donc, s'il y a les enfants qui sont grands, mais ils sont aussi bien portants, donc ils se trouvent au-dessus. D'accord? Donc, au-dessus, c'est directement l'obésité. Il n'y a pas de surpoids, c'est l'obésité. Sauf qu'il y a 2 degrés d'obésité, degré 1 et degré 2. Donc, là, c'est très sévère. Et les enfants, on ne les met pas au régime. Les enfants, simplement, on leur équilibre leur alimentation. Donc, même si on a un enfant qui suivait bien sa courbe, et plutôt que perdre avec l'acquisition de la marche et l'activité motrice, comme habituellement les enfants, donc vers 3 ans, il a un rebond adipositaire précoce, il prend du poids, on ne va pas le mettre au régime. Simplement, on adapte son alimentation et à poids égal, on continue. S'il continue à grandir, s'il se retrouve ici, poids égal taille qui augmente, hop, il va rentrer dans la norme, il va sortir de l'obésité. C'est vraiment primordial pour l'air à venir. Il faut savoir que le risque de développer une obésité chez les enfants, il est de 7% si les 2 parents sont maigres.
il est de 40% si un des deux parents de cet enfant est obèse, et un enfant a 70% de chance d'être obèse, enfin de chance ou de risque d'être obèse si les deux parents de cet enfant sont obèses. Donc, ce n'est pas facile. Mais le surpoids ne disparaîtra pas tout seul. Je vous ai mis une alerte rouge parce qu'on est tous concernés par donc la santé, le surpoids de nos enfants. Il faut savoir que la moitié des enfants qui sont en surpoids à 6 ans, ils seront adultes obèses. Et 3/4 des enfants qui sont en surpoids ou obèses à 12 ans, ils resteront adultes obèses. Donc, c'est vraiment primordial de prendre conscience de ça parce que là, tous ensemble, nous pouvons agir sur ces fléaux de société qui vraiment qui jouent sur la santé de nos enfants et pour améliorer leur santé et leur alimentation. Alors, comment ça se fait que nous prenons du poids? Premièrement, donc, c'est bien admis que c'est un déséquilibre énergétique, alimentation excessive. Ça veut dire que nous mangeons davantage ce que nous dépensons comme calories. Ou on peut dire que nous ne mangeons pas suffisamment. Nous pouvons manger correctement, mais si nous ne dépensons pas calories, il y a de toute façon le processus de stockage des lipides qui se met en place. Et nous allons donc stocker cet excès d'énergie sous forme donc, de graisse qui va se déposer dans les cellules adipocytaires et ça va former le fameux tissu gras. Et l'accumulation de ces tissus gras conduit à l'obésité à différents degrés, surpoids et puis donc obésité. Les causes sont multiples. Donc les causes génétique. Maintenant, on le sait qu'il y a cette interaction complexe d'environ 250 gènes qui rentrent en jeu pour réguler donc, la gestion du poids. Mais les causes génétiques, comme on peut dire qu'il y a un seul gène qui est responsable pour la prise de poids, c'est le gène donc, de la leptine. Ça concerne, ce sont des obésités de très très jeune âge, très rapidement, et ça concerne seulement 1% des obésités. Le reste, ce sont vraiment les prises de poids polygéniques et donc on ne peut pas incriminer seulement donc, un seul gène. Mais le plus gros pavé en fait des prises de poids et de l'obésité dans la société, ce sont le facteur de l'environnement, ce sont les habitudes de vie modernes et manque d'activité physique, la fameuse sédentarité. Donc, dans les facteurs environnementaux, évidemment, alimentation, elle est primordiale. Donc, notre alimentation moderne qui conduit à la prise du poids et donc à l'obésité, cette alimentation est hypercalorique. Il y a plein de produits que nous consommons qui sont des produits ultra raffinés, donc ils ont une haute densité énergétique parce qu'ils sont gras avec des sucres rapides. Ce sont des graisses saturées, souvent des fritures, donc des graisses saturées ou oméga 6 comme l'huile d'arachide pour les fritures, la mayonnaise, donc l'huile de tournesol. L'index glycémique est élevé, ça veut dire qu'on augmente très rapidement la glycémie dans le sang. Et la charge glycémique, donc c'est le contenu du sucre qui se trouve dans la portion alimentaire également est très élevé. Et donc ici, évidemment, on va pointer du doigt les boissons sucrées, les céréales raffinées, tous les biscuits, les friandises qui font... si on interroge personne lambda dans notre société, vraiment le plus gros de les rations caloriques journalières est la base de l'alimentation. Donc, le développement de la restauration rapide, vous avez un exemple là sur la photo, plein de bourrées d'acides gras saturés, les sucres rapides, les portions, elles sont vraiment trop grandes. Là, je me suis rendu compte que au fil du temps, il y a 20 ans, en achetant un sandwich à la boulangerie, il était de petite taille. Là, maintenant, c'est quasiment la moitié de la baguette, un sandwich. Donc, forcément, on ne laisse pas, on le mange. Et donc, ça fait toujours un excès calorique forcément pas toujours souhaitable, qui petit à petit, accumulé au fil du temps, ne nous fait pas du bien. Donc, évidemment, les légumes sont en petite quantité, sont insuffisants. Et évidemment, on ne mange pas de repas structurés, on grignote toute la journée, on mange sur le pouce, et ainsi de suite. Puis,
Voilà, tout ça, ça conduit à l'obésité. Donc, deuxième pavé qui contribue donc à la prise du poids, c'est la diminution de l'activité physique quotidienne. Donc, on fait de plus en plus de voitures, les enfants ne marchent plus, on les dépose devant l'école, on va au bureau en voiture, on prend rarement enfin, pas suffisamment en tout cas les moyens de transport en commun, on ne mange pas suffisamment, on fait moins de vélo. Et donc, on passe de plus en plus du temps donc, devant la télé, les jeux vidéo 2 heures par jour en moyenne. Donc, ce qui fait que le temps qu'on passe devant l'écran, c'est le temps qu'on fait plus d'activité physique et forcément, on consomme davantage de calories. Et les publicités qui passent à la télé influencent inconsciemment notre comportement alimentaire. Il y a une étude intéressante qui a été faite donc, en Allemagne à propos des ados allemands. Et donc, ils ont étudié le temps passé donc, à des activités physiques ou le temps passé devant la télé. Et donc, les ados qui étaient minces, ils passaient en moyenne 2 heures moins de temps devant la télé que les ados qui étaient en surpoids ou obèses. Mais par contre, ces 2 heures du temps, les ados minces le passaient à l'activité physique. Tout simplement bouger. Ce n'était pas forcément un sport dans un club à haut niveau. Ils ne le passaient pas devant la télé, mais simplement ils bougeaient. Ils faisaient du vélo devant chez eux. Pour les amis. Ah, vous m'entendez toujours? Désolée, docteur, j'ai voulu noter une question et j'ai touché à l'enregistrement. C'est reparti. Désolée. Voilà. Donc, là, c'est la clé, hein? Bouger. Mais si on le fait ça ben voilà, une fois ou deux, ou c'est vraiment occasionnel, comme pendant les fêtes par exemple, ça n'aura pas d'impact majeur sur tout le reste de notre vie ou le poids qu'on va garder. Mais ces petites erreurs quotidiennes qui se répètent pendant des années, c'est là, ils ont de lourdes conséquences. Donc, par exemple, si un jeune, il a juste une erreur de 50 calories par jour, qui représente moins de 2% de dépenses énergétiques totales dans la journée, tous les jours pendant 4 ans, entraîne un dépôt de plus de 10 kg de tissu adipeux. Donc, cette balance positive de 50 calories, ça peut correspondre simplement, soit il fait moins d'activité physique, donc marche rapide, ou c'est le delta par rapport à temps passé à la télé. Donc, plutôt que marcher, il reste dans la télé pendant un quart d'heure et 50 calories par jour. Au bout de 4 ans, il a 10 kilos déjà en trop. Ou il mange plus, donc un gâteau par jour pendant 4 ans. Donc là, déjà, ça peut lui entraîner, s'il dépense pas ses calories, à une prise de poids de 10 kilos. Donc, l'obésité, ce n'est pas juste un phénomène de mode, c'est vraiment une maladie. En 1997, l'OMS reconnaissait l'obésité comme une maladie. Dans certains pays, l'obésité est considérée comme une longue maladie chronique et donne droit à la prise en charge par le fameux protocole ALD, hein, le fameux 100% de sécurité sociale. En France, on n'est pas encore là. La France, contrairement à l'Angleterre, n'a pas reconnu encore l'obésité comme une maladie chronique. Ceci dit, c'est vraiment une maladie chronique parce que ça engendre un tas de perturbations de fonctionnement de notre organisme qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Donc forcément, plus le poids est important, plus les risques pour la santé sont graves. Mais il n'y a pas uniquement le poids. Le poids, c'est la partie visible d'iceberg. Les personnes en surpoids ou obèses, ils ont déjà des carences en micronutriments. Donc à la base, qui peuvent conduire donc, à la prise de poids. Mais à force d'avoir une alimentation déséquilibrée avec donc, alimentation occidentale, junk food, les repas pas structurés, le snack, etc. Donc, ils aggravent au fil du temps leur déficit en micronutrition. Donc, ça, c'est du sélénium, du zinc, du fer, de la vitamine C, la vitamine D, les vitamines B. Donc, ils aggravent donc les processus qui conduisent encore à l'installation de cette obésité et renforcement de la prise du poids et
c'est d'autant plus difficile de perdre le poids qu'on rajoute. Donc, le surpoids et l'obésité, évidemment, donc, retentissent sur la santé de notre organisme. Et là, ici, c'est la revue de médecine parce que ça atteint quasiment tous les systèmes et tous les organes. Donc, on peut commencer, par exemple, par la mécanique. Donc, il y a une usure prématurée du genou, des hanches, qui conduit à l'arthrose. Et puis, donc, à la chirurgie par prothèse in fine. Aussi, donc, les maladies rhumatismales comme arthrose ou la dégénérescence donc, de cartilage par les phénomènes inflammatoires qui sont cela dû par l'inflammation systémique et l'inflammation donc digestive. Ça conduit donc au niveau néphrologique à insuffisance rénale chronique, augmente le risque du cancer. C'est déjà actuellement bien codifié que le surpoids chez la femme, c'est un des facteurs donc, de survenue de cancer du sein. Chez l'homme, il y a les cancers digestifs, cancer donc de l'ésophage, du côlon, du foie, du pancréas, mais aussi myélome ou les problèmes de la thyroïde. Chez aussi donc les dysfonctionnements au niveau hormonal, donc chez l'homme au niveau de la fertilité, donc la prise de poids avec l'inflammation et les carences donc, en micronutriments conduisent à la hypofertilité chez l'homme. Chez la femme, c'est la même chose. On rajoute encore le problème donc, de grossesse qui peut avoir les conséquences donc, avec le retard de croissance intra-utérine, il peut y avoir les fausses couches, déjà difficulté de tomber enceinte. On peut avoir fin de grossesse la prééclampsie avec une mort utero à la fin et donc les enfants qui peuvent naître soit trop petits, soit en surpoids. Si les enfants naissent déjà grande taille plus que la moyenne, ce sont des enfants qui sont à un grand risque de développer le diabète quand ils seront plus grands. Donc, au niveau donc de la peau, il peut y avoir déjà les changements. Donc, le premier, ce qui se voit, c'est quoi? Ce sont des vergetures, des mycoses, de l'acné, concomitantes à la prise de poids. On peut avoir donc des édèmes, après des formations au niveau des jambes, avec les problèmes veineux et lymphatiques qui se développent si vraiment le surpoids il est important. Donc, évidemment, ça retentit donc sur le côté psychologique parce que déjà, ça crée de l'inflammation, que cette inflammation peut provoquer donc, les dépressions elles-mêmes, mais l'image de soi est affectée, les personnes sont mal dans leur peau, d'où vraiment la course au régime pour perdre ce poids disgracieux. Et donc, après, il peut y avoir donc de l'exclusion sociale, la stigmatisation ou même la discrimination. Et donc, tout ça, ça pèse lourd sur l'identité de la personne. Donc, au niveau du métabolisme, donc, ça conduit donc à survenue du diabète. On parle du diabète type 2, c'est l'ancien diabète gras, le syndrome métabolique. Mais en fait, on ne sait pas si le syndrome métabolique, c'est une des manifestations de la prise du poids, ou c'est vraiment le syndrome métabolique qui donne l'obésité et qui conduit donc à tous les dysfonctionnements métaboliques comme l'insulinorésistance et le diabète. Donc là, enfin, c'est la cause et la conséquence en même temps. Donc, évidemment, les changements cardiovasculaires, donc hypertension, problème donc, du cholestérol, l'athérosclérose qui conduit donc aux problèmes donc, comme crise cardiaque, les infarctus ou les AVC. Donc, c'est les artères qui se bougent, c'est les plaques d'athérome qui se déposent, qui conduisent donc à ces maladies cardiovasculaires. Donc, à terme, ça donne insuffisance cardiaque, les troubles du rythme, etc. Au niveau de la fonction respiratoire, donc c'est la difficulté de respirer avec les fameux apnées du sommeil qui nécessitent un appareillage qu'on appelle insuffisance respiratoire chronique, difficulté donc de l'asthme par encore l'inflammation de bas grade qui existe dans l'organisme. Au niveau donc digestif, c'est le fameux foie gras parce que quand on mange trop, on mange souvent trop sucré, pas forcément trop gras ou mal, et donc chaque calorie en trop, notre foie la transforme en graisse.
Donc, avant que cette graisse soit stockée dans l'organisme, cette graisse se dépose d'abord dans le foie, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle le foie gras. Et il y a donc deux entités à savoir ici. Donc, il y a stéatose hépatique simple qui n'est pas inflammatoire. C'est juste le dépôt du gras sans qu'il y ait des marqueurs inflammatoires dans le système, ou stéatohépatite non alcoolique, le fameux NASH. Donc, ça, c'est une inflammation du foie. Donc là, on le reconnaît par des transaminases sur la prise de sang qui sont élevées. Et donc, ça aggrave encore l'inflammation dans le corps et ça peut contribuer donc, déjà à l'accélération de ces processus de cercle vicieux de la prise du poids et survenue plus rapide de complications. Le reflux gastro-œsophagien, ben oui, c'est logique parce que le diaphragme ne peut pas bouger correctement et donc l'alimentation reflue beaucoup plus facilement. Et voilà, on a fait le tour. OK. Il ne faut pas oublier aussi que donc, dans l'alimentation déséquilibrée, on a d'abord notre intestin, notre microbiote. C'est le microbiote qui est le premier qui est au contact avec notre nourriture, avec ce que nous ingérons. Donc, c'est lui qui se sert en premier. Nous, on prend le reste. Donc, le microbiote s'adapte à la nourriture que nous ingérons. Il est en fait comme notre nourriture. Et en fonction donc, de la nourriture qu'on lui fournit et comment il travaille, comment il fonctionne, il nous conditionne notre fonctionnement. Donc, même si nous avons des prédispositions génétiques pour prendre du poids, si nous avons un gène qui facilite la prise du poids, mais si nous avons une alimentation qui est équilibrée, qui n'est pas hypercalorique, et saine et adaptée à notre vie, ben, nous n'allons pas prendre du poids. Mais dès que notre alimentation sera déséquilibrée, ben, là, la prise de poids sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante. Donc, il traite les nutriments. Donc, si le microbiote est déséquilibré, il ne peut pas traiter correctement les nutriments, il ne peut pas les prédigérer pour nous, donc il ne peut pas traiter correctement, par exemple, les protéines ou les matières grasses parce que ça crée ce qu'on appelle la dysbiose. Et donc, c'est le problème d'assimilation des aliments qui viennent ensuite. Chez les personnes donc en surpoids, on a incriminé microbiote aussi qui faisait davantage d'extraction d'énergie de la nourriture qu'on fournit à l'organisme. Et donc, puisqu'ils digèrent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite les aliments que nous mangeons, donc forcément, ils sont plus assimilés. Et donc, forcément, si on n'en a pas besoin, ils sont stockés. Donc, cette extraction d'énergie peut être augmentée en cas de prise de dysbiose. La dysbiose crée de l'inflammation. L'inflammation crée la perméabilité intestinale, donc davantage de toxines ou des restes de bactéries bactéries gram-1 qui peuvent pénétrer dans notre organisme, qui eux-mêmes encore peuvent donner donc, du moulin à l'eau de l'inflammation et donc aggravent encore le problème cercle vicieux qui se met encore en place pour continuer à prendre du poids. Mais influence également la physiologie du corps humain. Donc, une bonne microbiote est nécessaire, par exemple, pour l'élimination des toxines, parce qu'ils permettent la transformation des cellules biliaires primitives en cellules biliaires secondaires. Donc, si on n'a pas les microbiotes adéquats, les toxines sont déconjuguées donc des cellules biliaires, et puis elles retournent dans la circulation, et donc encore on garde les toxines, et elles reviennent donc dans le circuit, et l'organisme n'est pas se nettoyer, et forcément c'est stocké dans la graisse. Ou certaines même les métabolites des bactéries qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc ici, on parle des acides gras de chaîne courte, lesquels interagissent directement avec l'organisme. Donc vous avez entendu parler de fameux butyrates, qui est bénéfique. Donc, si nous avons dans notre alimentation beaucoup de fibres, beaucoup de fruits et légumes qui fournissent donc du précurseur à la synthèse du butyrate par les bactéries de la flore intestinale, ben, nous n'aurons pas de l'inflammation intestinale et le signaling avec l'hôte, donc notre organisme, se fera mieux et donc ça va aussi freiner la prise du poids. Et puis donc la synthèse vitamine K, des vitamines de groupe B se fait également. Ah, il y a quelqu'un qui a pris la main sur mon diaporama.
J'ai un petit gris-gris rouge. Ah bon, encore, mais décidément, ça vous était Ah déjà ouais, arrivé? ben oui, oui, une fois. Tout à l'heure, déjà, quelqu'un m'a demandé s'il voulait prendre la main, donc je lui ai dit non. Et là, je vois qu'il a réussi quand même à passer outre. Hein. Très sympa. Bon, bref. Donc, microbiote, c'est vital. Il faut en prendre soin. C'est notre chouchou. Donc, juste rapidement, je vous montre une expérience qui a été faite. Donc, on avait deux souris qui n'avaient pas de bactéries. Donc, c'est ce qu'on appelle des souris stériles, les souris axéniques. Et à ces souris axéniques, on a greffé donc, le microbiote d'une personne obèse et à la nourriture égale, la souris grossissait. Et la souris mince, l'autre souris à qui on a transplanté les microbiotes de la personne mince, elle restait mince. Et on a croisé ensuite les souris. Donc la souris qui avait le microbiote de la personne obèse, si on le croisait sous la souris mince, elle mincissait et l'inverse. Donc, vraiment, c'est la prise de poids. Le microbiote agit à plusieurs niveaux et c'est vraiment important à avoir conscience qu'il, en fait, conditionne, il nous conditionne. On est à l'image de notre microbiote. Si le microbiote fonctionne bien, eh bien, nous ne prendrons pas de poids. Mais si on lui donne à manger ce dont il a besoin, et en particulier donc, les fruits et légumes, ce n'est pas les graisses saturées, ce n'est pas les sucres rapides, euh, il nous le rendra bien parce qu'il prendra soin de nous. Ah oui, ça c'est le Danglorian. Ah, je ne sais pas qui m'a fait des gris-gris comme ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a pris du poids et on veut s'en débarrasser? Eh bien, la solution est simple. Donc, augmenter la dépense calorique par effet de plus bouger et, c'est pas où, c'est et, diminuer l'apport calorique. D'accord? Donc, plus bouger et mieux manger. C'est pas moins, mais c'est mieux. Il faut que ça soit équilibré. Donc, on va commencer par côté plus bouger. Donc, plus bouger, c'est quotidiennement, il faudrait faire 30 minutes à 1 heure d'activité physique qui nous permet de dépenser les calories. C'est équivalent de 10 000 pas par jour environ si on veut avoir une balance énergétique neutre par rapport à la consommation donc, calorique moyenne. Donc, l'activité physique, elle n'est pas égale. Donc, en fonction de l'activité physique que nous avons, tout le monde n'est pas obligé de faire du sport de haut niveau pour dépenser des calories, mais simplement, par exemple, travaillant à son bureau, ça nous fait déjà dépenser 90 calories de l'heure. Quand on sait qu'un pain au chocolat apporte 400 calories, donc vous voyez combien il faudrait faire d'activité physique ou rester d'air au bureau pour dépenser simplement les calories que nous avons consommées. Donc l'activité physique modérée comme la randonnée ou la gym douce, ça nous fait dépenser 170 kilocalories de l'heure. Si nous déjà nous faisons par exemple jouer au basket ou faire la gym un peu plus soutenue, on dépense 200 calories de l'heure. Et l'activité intense, comme monter des escaliers, faire du ski, du tennis, par exemple travailler dans le jardin, là on dépense énormément de calories, c'est plus de 300 calories de l'heure. Donc c'est vraiment très rentable de bouger, ça nous permet vraiment de dépenser beaucoup de calories. Et il n'y a pas de miracle, toutes les personnes qui ont vraiment un grand excès du poids, s'ils ont réussi à perdre du poids, ce n'est pas uniquement en changeant leur alimentation. C'est vraiment, ils ont élaboré un programme de perte du poids. C'est un programme de l'activité physique et ça doit être vraiment quotidien. C'est 30 minutes vraiment quotidien. Donc, commencer par des petites activités physiques, pas forcément tout de suite faire un marathon. Là, j'ai vu cette semaine une patiente qui est venue me voir au cabinet pour perdre du poids, vraiment un grand excès. Elle avait des difficultés à marcher. Elle me dit, docteur, je me suis mise sur le vélo électrique. Quand je suis sur mon vélo, j'arrive à mieux me déplacer. J'ai pas mal aux jambes et là, je peux bouger, je peux pédaler, ça me dérange pas. Marcher, je n'arrive pas. Pédaler, ça va. Là, ça fait déjà 1 mois que je me suis mise sur mon vélo électrique et je me suis aperçue que je mets de moins en moins l'assistance.
Voyez, donc elle a bien progressé dans son activité physique, sa dépense calorique augmente. Donc là, on a déjà une bonne démarche de départ. Et donc là, avec alimentation, on va travailler avec elle pour lui donner tous les moyens pour qu'elle puisse continuer donc, à optimiser sa perte du poids. Manger mieux, voilà, c'est le deuxième côté donc, de la prise en charge. Alors, les régimes, par contre, ça vous les oubliez, les régimes ne marchent pas. Les régimes, déjà, ça vous envoie une note très négative au cerveau parce qu'on sait que c'est un régime, c'est quelque chose qui est très dur, qu'on peut faire qu'à court terme et on n'a qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête un jour et que ça revienne comme avant. Et donc, ça nous crée un petit cercle vicieux de la dépendance parce que quand on se met, voilà, maintenant les fêtes sont finies, on se met au régime. Et oui, donc on réduit les calories. Mais avec la réduction de calories, on réduit également donc, les micronutriments que la nourriture contient. Et donc, on se carence encore plus. Donc, ça devient vraiment déséquilibré. Donc, on a faim. Et quand on a faim, donc c'est la famine, l'organisme se met en mode stockage et on a tendance à perdre de la masse maigre, tout en gardant de la masse grasse. Elle ne va pas fondre tout de suite. Donc on se met en mode survie, notre métabolisme de base diminue. Donc si notre métabolisme de base diminue, nous perdons encore moins d'énergie, nous brûlons encore moins de calories. Et la graisse reste, donc ce qui fait que nous grassissons. Donc là, on en a marre parce qu'on a la faim, on tient. À un moment donné, on dit, ouais, non, c'est bon, on craque. Et donc, on remange. Et quand on remange, eh ben, c'est la réponse au festin. Eh bien, toutes les calories qu'on consomme du coup en trop, elles sont stockées. Et donc, le métabolisme, ça n'est pas dépensé, c'est à nouveau à stocker. Donc, on a encore un gain de masse grasse en plus. Et donc, on est frustré, dit, ouais, bon, d'accord, allez, demain, je me remets. Allez, hop, et on recommence, et ainsi de suite. Le petit cercle vicieux continue, et on s'en sort jamais. Donc, le régime, la voie des régimes, ce n'est pas la bonne voie. Il y avait plusieurs études, il y a notamment une grande méta-analyse qui a été faite par rapport au régime pour vous dire lequel marche mieux, quel genre de prise en charge à niveau alimentaire proposé aux patients pour garder le poids de forme. Et on s'approche de modèles méditerranéens, donc de l'alimentation santé. Donc, pour que la perte du poids ne soit pas vraiment de courte durée, comme dans un régime que vous avez vu tout à l'heure, il faut une prise en charge durable avec une alimentation qui modifie notre mode de vie de façon durable. Sinon, on va faire l'effet yo-yo toute notre vie et nous serons frustrés, nous serons de plus en plus gras et de plus en plus fatigués. Donc, ce n'est vraiment pas la bonne solution. Donc, quelques règles de base pour mieux manger. Donc déjà, manger plus tôt, ne pas manger de préférence après 19 heures parce que la nuit, on doit déstocker les graisses. C'est la nuit qu'on va chercher la graisse dans les cellules adipeuses pour la faire fondre par le foie, pour la fournir aux cellules pour le matin, pour qu'elles puissent avoir de l'énergie pour fonctionner correctement. Si on mange tard le soir, ben, on stocke plutôt que déstocker, donc on prend du poids. Ne pas sauter de repas. Parce que là, on joue sur le cycle faim-satiété toutes les 3 heures, comme les bébés. Ça n'a pas changé parce que le taux de gréline augmente et le taux de leptine qui descend. Et donc, là, on a faim. Si on a raté le moment, on est en mode de survie. Et le repas suivant, ben, on va stocker davantage parce que alerte rouge va s'allumer. Et famine arrive et donc on va baisser notre métabolisme, ça va pas aller. Donc on se désynchronise de notre rythme naturel et ça peut être un frein à la perte du poids également. Évidemment, il faut privilégier la cuisine faite maison, ne pas manger des snacks sur le pouce, des petites salades, les sandwichs ou des quiches ou des fast-foods qu'on trouve à tous les coins de rue. Privilégier les produits frais et de saison. Bio, si on peut, c'est encore mieux, donc moins de pesticides et de l'engrais chimique. Prendre du temps de mastiquer, c'est vraiment primordial la mastication, parce que la mastication, ça fait prédigérer, c'est la première étape de la digestion.
et ça nous permet de savourer ce que nous mangeons. On a le plaisir de manger si on mastique bien, on apprécie. Ça, c'est vraiment être maintenant et au moment donné, ne pas gober devant son écran, c'est même pas quand on a avalé la tablette du chocolat. Donc, vraiment savourer ce que nous mangeons. Et ça permet donc déjà meilleure digestion des aliments, puisque les dents écrasent. Quand ça arrive bien mastiqué, bien digéré dans l'estomac, lui est content parce qu'elle continue la digestion. Les aliments bien digérés arrivent dans notre côlon où le microbiote se régale, il peut accéder de façon très facile à des aliments qu'on lui fournit. Et donc, il n'y a pas de dysbiose qui s'est créée, il n'y a pas de gaz de putréfaction ou de gaz de fermentation qui peuvent en résulter. Si ça ne se produit pas bien, ben, nous avons mal à l'estomac, les renvois acides, les ballonnements, la diarrhée, constipation, etc. Et on s'en sort plus. Si nous appliquons déjà tout ça, dès que nous ressentons le rassasiement, donc on s'arrête de manger, on n'a pas besoin de se resservir. Si nous n'avons pas fait attention à ce que nous mangeons parce qu'on a gobé le repas à moins de 2, ben, on s'arrête en fait. On mange plus ce qu'on devrait manger parce qu'on n'est pas attentif à la sensation de satiété qui vient tout de suite si on mange en pleine conscience. Évitant l'alcool et boissons gasseuses, ce n'est pas ce qu'il y a du mieux pour alimentation équilibrée. Donc, on s'oriente vers l'alimentation saine et équilibrée. Et le modèle méditerranéen, c'est le modèle d'école de l'alimentation. Ça, pour ceux qui me suivent, donc, savent déjà que c'est mon petit modèle préféré. Qu'est-ce qu'il y a de particulier donc, cette alimentation méditerranéenne? Mais tout simplement, c'est alimentation santé. Il y a très peu de sucres raffinés. D'accord? Ce sont les sucres complexes qui se trouvent dans les céréales complexes. Les sucreries sont vraiment tout en haut de la pyramide en petite quantité. Ce n'est pas interdit. Ce sont des petits plaisirs qu'on peut s'autoriser de temps en temps, mais c'est exceptionnel, ce n'est pas quotidien et habituel. Donc, un enfant de 2 ans, par exemple, non, ce n'est pas normal qu'il mange un Kinder Bueno tous les jours. Ça ne fait pas partie de son alimentation, tout simplement. Et s'il vous fait un caprice, il faut se poser la question. Parce que c'est très addictif et après, ce n'est pas lui rendre service vraiment habitué à ce genre d'alimentation. Donc, dans notre pyramide méditerranéenne, nous allons trouver en grande quantité les fruits et légumes qui doivent donc être consommés en abondance, à volonté, tous les jours, de toutes les couleurs, des saisons. Donc là, maintenant, on a quoi? On a les potimarrons, on a des choux, on a des légumes, les choux-fleurs, les brocolis, les artichauts, les courges, ainsi de suite. C'est pas la saison de manger les tomates, hein. Donc les céréales raffinées, je vous ai dit, les huiles végétales en abondance. Donc ça, c'est le côté mieux gras parce que dans la ration calorique journalière, on doit avoir quand même à peu près 30% de matière grasse. Donc, il ne faut pas chasser chaque gramme du gras de notre alimentation. Au contraire, il faut quand même que ce soit équilibré à peu près 30% de la ration calorique. Mais c'est des matières grasses mieux gras. Donc, on va privilégier les huiles végétales, on va privilégier les oléagineux, on va privilégier les petits poissons gras comme les sardines, les maquereaux, harengs, voilà. Et on peut donc utiliser huile de colza, huile d'olive ou un mélange d'huile qu'on trouve dans le commerce avec les huiles végétales, c'est également très bien. Donc manger mieux aussi, donc pas manger n'importe comment, donc structurer les repas, matin, midi, 4 heures le soir, ou même si on mange très tôt le matin et le repas du midi s'est fait attendre vers 13 heures, donc il y a une grande pause au milieu de la journée, donc faire une petite collation vers 10 heures, c'est tout à fait bien, ça coupe l'appétit et ça permet de rester synchronisé avec notre rythme naturel de faim et satiété, mais aussi faire attention ce qu'on mange et à quelle heure. Donc, pour perdre du poids, c'est mieux de ne pas manger de sucre rapide le matin. Donc, prendre plutôt des protéines qui sont énergisantes avec les fruits antioxydants qui donnent un petit coup de boost pour la journée. Ça motive aussi au niveau psychologique.
Et le soir, donc, on va privilégier les sucres lents avec index glycémique bas, comme les légumineuses, les féculents. Donc, on peut utiliser ici les pommes de terre, par exemple, refroidies, ou du riz refroidi qui passe du statut de sucre rapide quand c'est une pomme de terre sortie de la casserole chaude au statut de sucre lent quand on la mange sortie du frigo. Et donc ça, pour le soir, donc pour favoriser vraiment la lipolyse et éviter les hypoglycémies le soir. Et vous verrez que le sommeil sera de bien meilleure qualité. Dans cette alimentation aussi équilibrée, les protéines, c'est la base. Les protéines, c'est pour la structure indispensable. Une grève de faim, 40 jours sans protéines, on meurt. Donc, ce n'est pas quelque chose du luxe, donc il ne faut pas avoir peur des protéines. Il y a plein de sources différentes, donc il n'y a pas que la viande comme source de protéines, mais c'est quand même la base de notre alimentation, c'est la base de la structure de notre corps. Donc, en moyenne, il faut 0,2 à 1,2 grammes, j'ai oublié, grammes par kilo du poids par jour. Donc, pour une personne je sais pas, moi, je dois manger à peu près 55-60 grammes de protéines par jour. Mais on ne va pas manger une ou deux fois seulement dans la journée, mais toujours petites portions fractionnées par jour, des sources végétales et animales. Donc les protéines végétales, comme les légumineuses, on va les mettre plutôt pour le soir, que ça soit rassasiante, la viande ou le poisson le midi, et évidemment donc les protéines le matin. Donc, sortir vraiment de côté tartine confiture le matin ou les gâteaux, c'est pas possible. Hein. Si on veut que notre corps fonctionne bien, c'est pas de la nourriture, c'est pas possible. Et surtout, vraiment, toujours les associer à des légumes. Donc, on ne peut pas penser des modèles alimentaires qui vous dit qu'il ne faut pas manger des légumes dans la journée quand on mange des protéines. Parce que déjà, légumes, ce sont des fibres indispensables à notre microbiote et on ne peut pas s'en passer. Et de deux, les protéines animales, ce sont des protéines qui sont acides et les fruits et légumes, ils sont alcalins. Donc, le côté équilibre acido-basique est indispensable également pour le bon fonctionnement de notre organisme. Et là, vraiment, légumes, toujours en grande quantité à volonté. Donc, minimum syndical, c'est 400 grammes par jour. Donc, ça correspond à peu près à 2 poignées pleines comme ça de fruits et légumes par personne par jour. Donc, est-ce que dans la journée, vous pouvez visualiser, vous avez eu ça de fruits et légumes? Si c'est oui, ben, bravo. Mieux gras, donc éviter les graisses saturées. Augmenter la consommation des graisses végétales riches en oméga 3, comme l'huile de colza. On peut acheter sous forme, par exemple, du beurre végétal. C'est très bien, ça nous fait consommer sans forcément boire de l'huile et avoir éventuellement ne pas... S'il y a les personnes qui ont des problèmes avec ça, huile de noix, mais toutes les autres huiles végétales sont les bienvenues et ce mélange d'huile, on en a besoin de plusieurs sources d'huile. Chacun a une petite quantité, une fonction dans l'organisme, donc permettent donc meilleur fonctionnement et permettent donc une perte du poids par rapport à l'équilibre anti-inflammatoire et signaling cellulaire permettent donc une perte du poids. Les fruits et légumes, donc indispensables, donc les fibres pour le microbiote, je répète, sont aussi une source première de vitamines, des minéraux et des antioxydants qui régulent donc toutes les fonctions de détoxification, de lutte contre les radicaux libres, de nettoyage de l'organisme. Et donc, c'est vraiment la base, avec les protéines, c'est la base donc, de notre alimentation, on ne peut pas s'en passer. Mettez de la couleur, donc il faut mélanger, un jour manger du vert, un jour manger orange, le rouge, le jaune. Vraiment, chaque couleur contient des antioxydants différents et le fait d'en manger un peu de tout selon les saisons et selon les arrivages permet donc une palette complète des micronutriments essentiels pour notre santé. Après, il y a des aliments fonctionnels.
les aliments fonctionnels, donc ce sont les aliments que nous, comme les choux qui contiennent les crucifères par exemple, qui contiennent les antioxydants détoxifiants hépatiques, comme le soja qui permet donc les phytoestrogènes, mais aussi donc on va ici pour la perte du poids, on va chercher donc dans les sources des protéines, on peut chercher donc les acides aminés branchés, donc comme leucine, isoleucine et valine, qui ont comme rôle de protéger la masse maigre. Si nous, par exemple, nous bougeons davantage, ces acides aminés qui sont essentiels seront utilisés pour préserver la masse maigre, pour soutenir donc l'effort physique, pour ne pas se autoconsommer, mais renforcer la masse musculaire. Mais également, on le sait maintenant, il y a des études qui sont sorties, que la leucine, par exemple, favorise la perte du poids, favorise l'élimination du gras. Elle agit donc au niveau de site de la satiété, au niveau de la gréline dans le cerveau. Donc, nous mangeons moins, améliore la sensibilité à l'insuline, donc permet le meilleur, donc évite les pics glycémiques, améliore donc le profil glucidique et donc par tous ces mécanismes permet donc la perte du poids. Nous avons aussi le tryptophane qui est dans les protéines que nous consommons, par exemple les protéines du petit lait qui sont très riches en tryptophane et donc, entre autres leucine, donc permettent d'agir au niveau de la satiété par comme précurseur de sérotonine, donc la sérénité, moins de compulsions alimentaires. Sérotonine, c'est un précurseur de mélatonine, donc permet le sommeil de meilleure qualité, le sommeil profond de bonne qualité, a des bénéfices pour la santé, donc permet donc meilleure lipolyse, favorise encore, diminue le niveau du stress et favorise donc la perte du poids. C'est tout à fait intéressant. Dans les aliments fonctionnels, donc, nous avons les graisses. Les graisses, donc, je vous ai déjà parlé de acides gras oméga 3, oméga 6, mais aussi, donc, qui est intéressant pour la perte du poids, sont les acides gras oméga 7 qui se trouvent dans les fruits d'argousier ou des fruits de mangoustier. Donc, si nous mangeons des mélanges d'huiles différents, nous allons avoir l'apport de cette source de graisse et qui peut également nous aider dans la perte du poids. Les fibres, les pectines, sont également considérées comme des aliments fonctionnels qui nous permettent de façon supplémentaire de perdre du poids parce qu'ils ont une action sur l'appétit, par exemple comme le glucomanane de konjac. Ils ont effet prébiotique. Aussi donc les pectines d'agrumes, inuline, chicorée, toute source de fibres a cet effet, mais konjac ou pectine ou chicorée qui se trouve dans beaucoup de compléments alimentaires, donc régule encore davantage l'effet, donc l'appétit, donc la satiété. Et cet effet prébiotique, donc ça veut dire nourriture de bonnes bactéries de la flore intestinale. Maintenant, on va arriver aux compléments alimentaires. Donc, les compléments alimentaires, bien sûr, ils sont indiqués une fois nous avons équilibré notre alimentation. Vous savez bien que c'est très difficile d'avoir un apport optimal en tous les micronutriments nécessaires en zinc, en sélénium, etc. Donc, il est préférable faire un bilan chez le médecin nutritionniste de préférence, voir si nous n'avons pas de carence en micronutriments essentiels qui pourrait donc être à l'origine de dysfonctionnement et de blocage à la perte du poids. Mais maintenant, on le sait que les compléments alimentaires pris à bon escient et en fonction des besoins de chacun permettent de nous réguler l'appétit, permettent de nous gérer le stress, donc action donc, sur la sérotonine, sur le cortisol, équilibrer acidité et côté alcalin de l'organisme, permettent meilleur drainage et élimination des toxines, et favorise l'élimination des graisses.
Donc, en plus des aliments fonctionnels dans les compléments alimentaires, donc, ce qu'on va avoir d'intéressant, ce sont donc des phytonutriments, de la phytothérapie, qui permet donc de réguler l'appétit avec Garcinia cambogia, parce que ça a été effet satiétogène par acide hydroxycitrique, du safran, aussi qu'il y a une action donc neuromodulatrice et côté donc sérotoninergique. Et là, la phytothérapie, donc là, encore une fois, revient donc les pectines des agrumes et glucons émanant de konjac. Aussi, dans le métabolisme hépatique, donc élimination des toxines, le foie qui gère aussi la glycémie, équilibre hormonal de l'organisme. On a donc Garcinia, le café vert, le noni, Rosa canina, nous avons la baie de goji, le curcuma, le thé vert avec épigalato-catéchine galate, le feuillaco akari, le callupilé, ou Moringa oleifera. Toutes ces plantes, elles ont des bénéfices, donc elles ont des propriétés qui sont utilisées pour optimiser la perte du poids, soutenir donc alimentation équilibrée pour optimiser justement la perte du poids, faire au maximum de ce qu'on peut faire. Donc, pour accompagner la perte du poids, donc on peut, une fois on a perdu un peu du poids, on a besoin de se régénérer. Et pour garder la vitalité, donc pour la régénération des tissus, donc ici c'est l'argousier avec surtout Centella asiatica, le gotu-kola, et aussi la mélisse qui a une action apaisante et cicatrisante pour la muqueuse gastrique intestinale. Pour garder la vitalité et ne pas être fatigué quand on a entrepris le programme de perte du poids. Donc, nous avons donc, le Rosa canina qui a une action régulatrice hormonale, argousier, ginseng, la luzerne. Donc, ça nous fournit plein d'antioxydants et de substances qui permettent à l'organisme d'optimiser son fonctionnement et éviter le bourrage du système. Donc, en résumé, comment faire pour garder le poids idéal? Alimentation, bonne santé. Les protéines en quantité suffisante au bon moment de la journée, fractionnées, de sources différentes. Des bonnes graisses, oméga 3, oméga 6 végétales, fruits et légumes sont indispensables. Les épices à volonté, à fond les ballons pour relever le goût et augmenter donc la dépense calorique parce que ça augmente la thermogénèse. Les suppléments si nécessaire et donc les phytonutriments qu'on a vus tout à l'heure qui sont des alliés très précieux dans cette démarche. Mais il ne faut pas oublier les nourritures essentielles qui est le sommeil de bonne qualité, ne pas se coucher trop tard. Avant minuit, notre corps se régénère donc, et permet de repartir de bon pied le lendemain. Et surtout, restez zen. Alors, c'est pas fini, hein. Donc, pour bien démarrer, si on a décidé de se prendre en main et rééquilibrer notre alimentation pour perdre les kilos superflus ou éviter d'en prendre, c'est bien de commencer par un programme de détox pendant 1 mois ou 2 avec Duolife jour et nuit qui ensemble agissent sur le rééquilibrage hormonal de l'organisme, sur la détoxification donc hépatique, nettoyage intestinal et donc favorisent le sommeil, agissent donc sur le côté aussi sérotoninergique, donc gestion du stress, qui permettent donc rééquilibrage hormonal, glycémique, cholestérol, enfin action synergique à tous les niveaux. Donc pour bien partir, ça me paraît très intéressant de faire une cure 1 mois ou 2. Puis nous avons 2 derniers arrivés dans la gamme Duolife. Il y a Slim Shake. Donc, c'est un mélange donc, de protéines d'origine végétale, donc protéines de levure des Saccharomyces et protéines de pois chiches, dans lequel Duolife a rajouté les substances donc, antioxydantes comme thé vert. Ils ont des pectines donc, d'écorce d'agrumes. Ils ont ajouté aussi donc, qui favorise la perte du poids,
Garcinia. Ils ont rajouté donc les probiotiques fibres d'acacia, donc thé vert, je vous ai déjà dit, et donc le mélange Slendacor de végétaux brevetés qui contiennent donc la Moringa oleifera, Muria, l'herbe à curry, et du curcuma qui donc favorise la perte du poids. Donc là, une portion de ce mélange contient à peu près 8 grammes de protéines par portion. Donc, ça peut être un bon complément le matin ou l'après-midi au goûter si on ne sait pas trop quoi prendre comme collation pour optimiser donc l'apport protéiné dans la journée. Et ce que je trouve aussi génial, le protéine shake, lui, beaucoup plus protéiné. Donc, il y a 25 grammes de protéines de bonne qualité. Donc, c'est des protéines hydrolysées à des protéines de petit lait, donc, qui est très riche en acides aminés essentiels, donc notamment la leucine, valine et isoleucine, qui, elles, vraiment, elles ont un signaling direct sur la perte du poids. Donc, les deux protéines peuvent être complémentaires. Et si on a besoin donc, optimiser l'apport en protéines, c'est vraiment très intéressant et facile à prendre. Et pour la perte du poids, pour la lipolyse, vraiment, c'est très intéressant. Avec Proslimer qui permet donc optimise la thermogénèse et la lipolyse, la perte du poids, avec le café vert, l'orge, l'extrait de goji, acaille, il y a Garcinia cambogia, voilà, le grand donc lipolytique. Et qui agit également donc sur au niveau de la satiété, sur le récepteur à gréline. Et puis, ce qu'on a ici aussi, c'est Centella asiatica pour la cicatrisation du tissu qui se remodèle. Donc, quand on perd du poids, donc, la peau a besoin, les tissus à l'interne aussi ont besoin de se régénérer. Donc, Centella aussi, ici, elle est vraiment très intéressante. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention.